bienvenue dans la causerie de ce matin et pour l'animer, nous avons autour de cette table le directeur de publication, le Gongonneur du quotidien Le Gongonneur, Mathias Sossou. Bonjour. Bonjour, chers confrères, chers consoeurs aussi, et bonjour, chers téléspectateurs. Bienvenue. Merci bien. Juste en face de vous, nous avons Constant Yaouidéou, il est directeur de la radio Planète. Bonjour et bienvenue. Bonjour, chers confrères, bonjour, chers téléspectateurs. Voilà, directeur de Radio Planète, merci d'être là, Constant Yaouidéou. On vous voit habillé tout en jaune, supporter peut-être aussi des écureuils, on leur souhaite bonne chance, n'est-ce pas? Pas peut-être, supporter confirmé. Ah voilà, supporter confirmé. Confirmé des écureuils. Merci donc d'être venu partager avec nous ces moments de télévision. Alors, Constant Yaouidéou, le gouvernement, à l'occasion du Conseil des ministres du 19 juin 2019, c'est-à-dire la semaine dernière, a décidé de réaliser une étude par rapport à l'amélioration de l'accessibilité des communications électroniques et de la poste en République du Bénin. Selon vous, quel est le bien fondé de cette décision? Oui, je crois que le bien fondé réside dans l'anticipation. Et si on parle d'amélioration, ça veut dire que ça existait. Et tel que c'est dit, ce n'est pas que ça existait, c'est que c'était en phase expérimentale. Donc, ce qui s'est fait n'est pas mal. Maintenant qu'on se met en confiance, il faut maintenant passer à l'étape supérieure, à l'étape de professionnalisation, à l'étape où nous allons nous mettre, il n'y a plus de doute dans l'application, il faut se mettre au rang des autres, parce qu'on parle d'universalité, ça veut dire que ça ne nous revient pas, ça veut dire que nous sommes déjà en retard par rapport aux autres, et qu'il faille forcément entrer dans le concert des nations, pas avec des handicaps, mais il faut se mettre réellement au niveau pour que les autres ne nous dépassent plus trop. Parce qu'aujourd'hui, les études ont prouvé que le Bénin est un pays très dynamique dans l'animation des réseaux sociaux. Oui. Vous voyez, dans le du numérique, sur le continent et dans la sous-région, nous sommes très bien placés. Et déjà, même les réactions de la justice face aux animations sur les réseaux sociaux prouvent déjà que les Béninois sont très actifs sur les réseaux sociaux. Ils sont très présents face au numérique. Donc, si on doit penser le développement de ce pays, on est obligé d'aller à fond dans le dispositif qui doit nous permettre d'être sur le plan de la communication, des nouvelles technologies de communication, d'être au point. Voilà. Mathias Sossou, pensez-vous que la réalisation de cette étude est opportune? Pourquoi pas? Parce que ceux qui gèrent le pays ne sont pas quand même de n'importe qui. C'est des gens quand même qui pensent le bien pour le pays, le bien du pays et pour l'évolution et l'avancement des choses. Ils font beaucoup d'efforts. Et cette proposition d'amélioration quand même du secteur de la connectivité aussi vient quand même s'ajouter aux efforts que le gouvernement est en train de fournir depuis son installation en avril 2016. Et parler de l'opportunité, ce n'est plus le moment parce que c'est une nécessité et que le gouvernement a trouvé. Et il a vu qu'il faut quand même améliorer ce secteur pour permettre aux populations, à ceux qui l'utilisent, de bien s'installer et être en communication, être au point avec les autres pays de la sous-région. Ce n'est pas seulement au Bénin qu'il y a l'Internet, c'est dans tout le monde entier. Et quand déjà on voit l'activisme que on constate au niveau des réseaux sociaux chez nous au Bénin, et je crois que c'est le gouvernement a bien fait quand même de penser à ce secteur pour quand même permettre aux utilisateurs
de bien mener leurs activités, parce que il y a aujourd'hui que c'est pas seulement sur les réseaux sociaux que la connectivité est importante, il y a aussi pour les médias, en tout cas en général, la télévision, tout ce que nous faisons aujourd'hui a besoin de la connexion pour quand même évoluer, même dans le secteur bancaire. Il y a que quand vous allez à la banque, il y a des agences qui ont besoin quand même de se connecter à la direction générale pour avoir des résultats rapidement et satisfaire la clientèle. Donc c'est dans tous les domaines. Si le gouvernement pense à améliorer ce secteur, je crois que c'est quand même bon et c'est très intéressant. Il faut le féliciter pour quand même avoir vu juste, pour satisfaire quand même. Et ça va améliorer aussi l'économie nationale, l'économie de notre pays. Ce n'est pas que la connexion simple, mais il y a aussi les impacts économiques que nous allons avoir quand même pour l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Il l'a dit tout à l'heure, la connexion, on en a besoin dans les entreprises, dans les banques, un peu partout. Vous allez parfois payer votre facture de consommation électrique et on vous dit qu'il n'y a pas de connexion. Vous allez peut-être faire des opérations très importantes dans une banque et on vous dit qu'il n'y a pas de connexion et vous ne pouvez pas faire cette opération. Est-ce que ce n'est pas pour résorber ces différentes crises-là de connexion qu'on a décidé de faire une telle étude afin de trouver des palliatifs? Absolument, parce que ça commence par entrer dans nos habitudes. Et tout dernièrement, on a appris que bientôt, les tribunaux aussi vont commencer par délivrer les casiers judiciaires un peu partout, dans tous les départements. Parce que vous êtes né à Porto-Novo, parce que vos parents ont eu la chance ou la malchance de travailler à Porto-Novo au début et aujourd'hui ils sont à Malanville. Et pour prendre le casier judiciaire, vous êtes obligé de vous déplacer de Malanville à Porto-Novo et ce n'est pas, ça fait une journée de route et le lendemain vous vous pointez, vous faites les formalités et c'est le surlendemain, troisième jour qu'on va vous demander d'arriver, l'heure à laquelle vous récupérez, vous ne pouvez plus prendre le bus pour chose. Donc ce n'est que le vendredi que vous vous retrouvez, de lundi que vous avez quitté, c'est le vendredi que vous vous retrouvez à Natitengu ou à Malanville. Donc ça vous fait une semaine d'absence pour retirer une pièce que vous pouvez tout de suite vous lever, aller au parquet de Cotonou et retirer dans la même journée. Vous voyez, donc c'est un peu ça. Donc à l'approche des élections législatives et communales ou locales, où il faut 8000 casiers judiciaires par candidat, vous voyez ce qui se passe. Donc c'est tout comme s'il y a un arrêt de travail dans le pays. Vous voyez, les tribunaux ne peuvent plus dire ce qu'ils disent de façon quotidienne. Ils sont obligés de bloquer tout un mois, laisser des détenus, dossier des détenus et tout ça pour s'occuper des candidats à droite, à gauche. Vous voyez, donc c'est un peu ça aussi. Donc c'est dans tous les secteurs, tel que le dit le DP Gongone, c'est dans tous les secteurs que ça va nous faire avancer nous-mêmes à choses dans notre quotidien. Et donc ça, l'économie, quand c'est à partir de la base que ça commence par donner, ça rejaillit toujours sur le sommet. Donc dans tous les secteurs aujourd'hui, vous êtes n'importe où, vous pouvez aller dans une agence de la SBE pour demander l'état de vos factures. Et les enfants sont à la maison, vous êtes en mission, vous payez la facture. Vous payez la facture d'eau. Tout ça, au lieu d'être en train de penser, là vous êtes tranquille, vous travaillez là où vous êtes parce que tout se règle. Donc c'est vraiment un outil de développement aujourd'hui et ça s'inscrit dans tous les secteurs, dans toutes nos activités aujourd'hui, même pas seulement ceux qui ont été à l'école, même les illettrés peuvent aussi en profiter, ou ils en profitent vraiment. Les statistiques sont là, quand les gens mènent les enquêtes, ils vous disent. Et là, aujourd'hui, une étude nous a prouvé que pour nous, les organes de presse, surtout les radios par exemple, que notre auditoire aujourd'hui, qui utilise le plus
les nouvelles technologies et les choses que c'est des gens qui n'ont pas été à l'école. C'est beaucoup plus dans les marchés. Les dames, elles maîtrisent parfaitement. Elles vous suivent sur leur truc. Dès qu'ils n'ont pas encore votre revue, ils vous appellent pour dire qu'est-ce qui se passe aujourd'hui et tout ça. Donc, c'est rentré vraiment dans nos habitudes. Et dans la sous-région, je crois, après le Sénégal ou chose, le Bénin est deuxième activiste sur les réseaux sociaux. Mathias Sossou, hein, à travers cette étude, on comprend que le gouvernement veut booster l'administration qui fonctionnait presque au ralenti. Bien sûr, il a déjà dit, et quelque part, en prenant l'exemple des tribunaux pour la délivrance des casiers judiciaires, c'est la même chose dans tous les secteurs de l'administration béninoise aujourd'hui. Je ne vais même pas trop continuer dans ce secteur parce que c'est une nécessité pour l'administration béninoise de se connecter quand même à l'Internet pour résoudre quelque peu ces problèmes. Il a parlé par exemple des radios. Il y a la presse écrite également aujourd'hui. Bon, encore que déjà il y a quand même une baisse d'écoulement, c'est ça, de la version papier, de la version papier des journaux, avec l'arrivée des réseaux sociaux aujourd'hui, depuis la maison. Tous ceux qui ont cette envie-là de lire les journaux avec une petite connexion, avec 200 francs, ils ont tous les journaux parus au Bénin, dans le monde entier. Et ils lisent aujourd'hui. Donc, c'est une révolution. C'est une révolution que le gouvernement est en train de faire confirmer quand même au Bénin aujourd'hui pour le développement économique de notre pays. C'est une nécessité. C'est une nécessité quand même pour le développement de notre administration. S'il faut encore revenir à ce niveau. Vous savez, quand nous avons des dossiers à étudier, d'un ministère à un autre, on n'a même plus besoin de se déplacer. Il suffit seulement d'un clic là et puis vous accédez à celui avec qui vous voulez communiquer et il vous dit tout ce qu'il y a des directeurs qui sont en mission, mais qui font faire des courriers tout par Internet aujourd'hui. Donc, si le directeur est absent, cela ne veut pas dire qu'il est absent au bureau. Il est à l'extérieur et présent au bureau par la connexion Internet. Et il gère les affaires de sa juridiction. Je crois que c'est quand même nécessaire, c'est important. Et c'est le moment de saluer le gouvernement qui quand même a mis un point d'honneur sur ce secteur qu'il faut révolutionner. Justement. Je voudrais qu'on s'attarde un peu sur les efforts du gouvernement dans ce domaine jusqu'à présent. Avant de pouvoir continuer, il faut savoir là où on a déjà trébuché, tout ce qu'on a déjà fait, pour pouvoir tresser la nouvelle code au bout de l'ancienne, tisser la nouvelle code au bout de l'ancienne. Mathias Sossou, on sait que le gouvernement avait déjà prôné le déploiement de la fibre optique sur toute l'étendue du territoire national. Qu'est-ce qui a déjà été fait jusque-là de façon tangible dans le domaine de l'économie numérique, on va dire des communications électroniques? Il y a déjà un pas, il y a déjà un pas quand même qui est posé dans ce secteur après l'installation des fibres optiques et consorts. Bon, il y a eu quand même l'ouverture, il y a eu l'ouverture quand même à tous les secteurs en tout cas du secteur économique et administratif quand même pour l'utilisation de cet outil-là, Internet. Et il y a aussi la facilité que le gouvernement a offert aux utilisateurs. Vous n'êtes pas sans savoir que si on va parler de coûts d'accessibilité quand même à l'Internet au Bénin ici, c'est relativement moins par rapport à certains pays qui utilisent les services Internet aussi, la télécommunication, tout ça là. Je crois que c'est quand même important de reconnaître qu'un pas est déjà fait jusqu'à ce niveau avant qu'on ne parle d'amélioration. S'il y a amélioration, c'est parce qu'il y a déjà quelque chose qui est fait et on veut procéder à son amélioration. Le gouvernement a fait quand même des efforts dans ce secteur-là et nous avons aujourd'hui les télévisions qui peuvent se capter sur nos Android, nos téléphones portables depuis la maison, même si vous n'avez pas même au champ. Si vous êtes au champ et que l'heure du journal arrive, aujourd'hui vous captez certaines télévisions, vous avez l'information en direct. J'ai suivi depuis mon bureau, alors qu'il n'y a plus de télévision dans l'administration, depuis le bureau, j'ai suivi quand même l'installation de l'Assemblée nationale ou de la 8e mandature, par exemple, depuis mon ordinateur.
ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est fait. Tout ce qui se fait aujourd'hui, c'est pour quand même contribuer au bien-être de la population. Pas seulement pour l'économie, mais pour le développement social de notre pays. Constant Yaoundé, sur la même question. Oui, sur la même question, je dirais que le cadre juridique qui a été mis en place pour la gestion du numérique, c'est très important parce que c'est ça qui a fait que jusque-là, nous sommes en retard par rapport au passage de l'analogique au numérique. Oui. Bon, vous voyez, donc tout ça là, depuis 2015. Donc tout ça, c'est dans un ensemble. Donc quand le cadre juridique n'est pas tracé, rien n'est possible. Donc le fait d'avoir mis en place le cadre juridique, les tests qu'il faut, les tests de base qu'il faut, parce que ça a permis à l'ARCEP d'évoluer. On voit de jour en jour l'ARCEP qui aborde tel domaine, qui est en train de mettre tout le dispositif nécessaire en place. Mais s'il n'y avait pas le cadre juridique, les décrets d'application, les arrêtés, ainsi dans ça, ne pouvaient pas exister. Donc je crois que le gouvernement a réglé un grand problème en mettant en place le cadre juridique. Et ce dont nous parlons, il y a une phase expérimentale qui a fini en 2018. Oui. Vous voyez, donc, et nous sommes déjà en 2019, on n'a pas fini le premier semestre, et déjà, les dispositions, ça veut dire que le gouvernement a anticipé, n'a pas laissé du temps pour laisser les résultats de ces études-là dans les tiroirs. Je crois que ce dynamisme est à saluer et il va falloir qu'il aboutisse pour que on ait réellement ce que nous voulons. Parce que, tel que je l'ai dit, à partir du moment où nous ne sommes pas au même niveau que les autres, nous ne pouvons pas aller à certaines compétitions avec eux. Ils sont obligés d'avancer. Ils sont déjà devant, mais ils vont encore avancer mieux que nous. Donc, à partir du moment où vous ramenez à leur niveau, ce qui est sûr, on gagnerait beaucoup à l'interne comme à l'international. Mais on sait que dans ce même domaine, le gouvernement a rappelé à l'ordre déjà les opérateurs GSM à plusieurs reprises, puisque parlant de communication électronique, on ne peut vraiment pas occulter les opérateurs GSM qui étaient dans un laisser-aller total, qui, j'emploie un terme péjoratif, escroquaient peut-être les consommateurs que nous sommes. Est-ce que vous n'avez pas senti un plus grand suivi, plus que par le passé, même si la satisfaction n'est pas encore à 100%, Mathias Soso? Oui, il y a quand même un suivi qui se fait à ce niveau, parce que depuis que on a redirectionné quand même les accès, les coûts d'accès, tout ça là, et je crois qu'il y a quand même un minimum de respect du client que nous observons à ce niveau. Et le gouvernement qui avait quand même pensé, c'est le gouvernement par le truchement de l'ARCEP, qui avait réorganisé ce secteur à les yeux sur comment ça se fait, et la gestion de la connexion, l'accès, tout ça là. Je crois que quelque chose se fait. Il y a un suivi quand même qui s'observe à ce niveau. Il n'y a plus de désordre qui s'observait quand l'utilisateur achète son crédit et il commence la connexion en rien de temps. Le crédit est épuisé et puis on lui demande de refaire encore un autre crédit pour la connexion, tout ça là. Je crois qu'il y a un ordre maintenant qui est suivi, et relativement les clients, les utilisateurs de l'accès Internet sont un peu satisfaits de ce qui se fait par le gouvernement, parce que c'est le gouvernement qui a un suivi régulier de ce qui s'organise à ce niveau, même si les autres opérateurs sont des fournisseurs d'accès. Je crois que le gouvernement est le détenteur quand même de la police de ce qui se fait à leur niveau là-bas. Constant Yaoundé, c'est vrai que ces opérateurs GSM ont tendance à se jouer un rôle un peu exclu de ce que le gouvernement peut-être est en train d'entrevoir. Quelle est votre appréciation par rapport à tout ceci? Oui, au niveau des opérateurs GSM, il faut d'abord comprendre qu'ils sont des commerçants. Ils sont des commerçants, et le commerçant,
cherche toujours ses profits. Oui. Et c'est donc au gouvernement qui est détenteur de la police de développer ces stratégies pour pouvoir contrer et tout ça. On a vu, dès que le gouvernement a pris ses responsabilités, donc à travers les structures qu'il faut, l'ANSEP, vous avez vu, les opérateurs étaient obligés de revenir à des tarifs qui nous ont bousculés. Mais au fait, c'est d'abord ça, ce que ça devrait être. Mais quand vous voulez faire de bonus à quelqu'un, c'est de façon exceptionnelle. Mais quand le bonus est devenu universel et c'est devenu un don, vous voyez, ça devient compliqué. Et tant que ce n'est pas contrôlé, ça devient un grand désordre parce qu'il s'agit de la communication. Oui. Et nous avons vu ces derniers temps le rôle que la communication a joué dans notre pays. C'est très important. Le rôle que la communication a joué. Je prends seulement le jour des élections, tout le monde se disait pourquoi il n'y a pas eu la connexion. C'était un peu dérangeant, effectivement. Mais ailleurs, c'est 8 jours ou 10 jours de coupure. Dans un autre pays de la sous-région, c'est 10 jours de coupure. Ici, c'est une seule journée. Mais il a fallu que le lendemain ou le surlendemain, on voit tout ce qui s'est passé pour que certaines personnes comprennent que ça peut arriver. Je ne dis pas que ça doit être ça, mais que ça peut être ça. Oui. On a commencé par comprendre quand on a vu certaines choses, le 1er, le 2. Oui. Vous voyez, donc c'est une question de responsabilité, de grande responsabilité. Donc on ne peut jamais laisser le secteur au privé de gérer ça comme c'est pas possible. Très bien. Je propose qu'on évolue dans les échanges de ce matin et je reste avec vous, Constant Yaouidéou. D'habitude, pour ceux qui font attention à votre passage sur ce plateau, ils remarquent toujours la présence d'un chapeau sur votre tête. Pour certains genoux, même pour certaines personnes, ça peut être un objet de luxe, mais je confirme que ce n'est pas vraiment votre cas. Vous êtes un DA, un chef de collectivité, c'est bien ça, hein? Oui, un chef de collectivité, majesté en plus. Majesté en plus, c'est très bien. Alors, avec vous, on va donc parler de cette question-là, de la réorganisation de la chefferie traditionnelle. Une forte délégation des rois têtes couronnées et chefs traditionnels du Bénin était donc allée à la rencontre du président de l'Assemblée nationale. Cette délégation conduite par le vice-président de la haute autorité des rois, Sa Majesté Deg Bézé Ayontimé Tofa 9 de Porto Novo. C'était le mercredi dernier et ils ont donc présenté leurs félicitations à Louis Vlavonou pour son élection à la tête de l'Assemblée, mais aussi ils ont signifié encore leur souhait d'être encadrés légalement dans ce secteur-là. Pourquoi encadrer légalement la chefferie traditionnelle? Oui. Pourquoi encadrer légalement la chefferie traditionnelle? Ça pose le problème de l'importance de la chefferie traditionnelle dans la gestion de la cité. Et avant que l'administration publique ne s'installe, c'est que c'est l'administration traditionnelle qui existait. Et jusqu'à aujourd'hui, l'administration traditionnelle existe, mais l'administration publique a pris le pas. Le président Boni Yayi avait commencé par l'assainissement, parce que c'est le vrai problème, c'est d'abord l'assainissement du milieu. Et c'est d'abord là également qu'on a besoin du soutien du législateur ou du soutien des pouvoirs publics. Donc, il faut d'abord assainir. Ce travail a commencé à un moment donné et le Conseil des rois avait commencé dans ce démembrement et tout. Mais là où la situation a été un peu compliquée, c'est quand le président Boni Yayi, le gouvernement du président Boni Yayi a institué cette affaire de soutien aux religions et autres. Donc, quand l'argent est rentré dedans, il y a eu 3 problèmes majeurs. Le premier, c'est qui vous allez enlever du lot aujourd'hui, qui vous allez démettre parce qu'il ne l'est pas, et ça ne va pas créer des problèmes à l'interne. C'est ça, d'abord, le premier problème.
le second problème, c'est que celui qui vous a doté d'une facilité comme ça, d'un soutien comme ça, est-ce qu'il n'attend pas quelque chose en retour? Vous voyez. Donc, si il attend quelque chose alors qu'il est politicien, il n'attend que du monde, des électeurs, un peu pour le dire directement. Mais à partir du moment où ça va être de l'exclusion, même légale, qui va s'opérer, vous voyez, donc ça va faire moins pour celui qui a pris l'initiative. Vous voyez. Donc, 2 ou 3 situations. Donc, l'autre, c'est que ça va être mal compris des administrés qui diront, ah, maintenant qu'il y a de l'argent dedans, nous, on a sorti notre chef. Vous voyez. Donc, il y a tout ça qui a fait que ça a été noyé. Mais le président Patrice Talon, dans son projet de société, a mis encore dedans, a dit qu'il faut gérer désormais avec la chefferie traditionnelle. Donc, dans son plan de nouvelle constitution, il a donné une place à la chefferie traditionnelle. Oui. Et je crois que il a raison de le faire ainsi, parce que c'est devenu une nécessité aujourd'hui. La semaine dernière, on a constaté, dès que les rois ont décidé d'intervenir, il y a eu du calme dans les collines à Save, à Tchaourou. On a senti systématiquement de l'accalmie. Ça veut dire qu'ils ne sont rien dans le système de la gestion de notre cité. Vous voyez. Ils ne sont pas rien. Ils ne sont pas rien. Voilà. Absolument, ils ne sont pas rien. Donc, il faut nécessairement qu'ils interviennent parce que c'est une administration. J'ai été appelé du village pour dire un incident entre fils et parents. Mais le parent pouvait aller à la police, à la gendarmerie, se plaindre. Il n'y est pas allé, il a dit, j'attends. Quand Da serait là, je vais me plaindre. Le jeune aussi, qui l'a fait aussi, tel que on n'est pas allé à la police, dit bon. Mais c'était le lundi ou le mardi. Mais le jeudi, on me rappelle pour dire que le jeune s'est rendu pour être châtié parce qu'il ne veut pas que ce problème aille se gérer au niveau des services de la sécurité publique. Parce qu'il sait que ça va être 6 mois, ça va être 12 mois, oui. Mais il reviendra à la maison. Personne ne lui dira rien. Mais il sait. Donc à partir de ce moment, il n'a même pas attendu l'arrivée du chef de collectivité avant de se rendre pour dire, bon, faites-moi la fête. Et c'est lui qui m'appelle pour dire, bon, c'est réglé, hein. Ce dont on vous a informé là, c'est déjà réglé. Ça veut dire que dans notre administration traditionnelle, dans notre société aujourd'hui, les gens continuent de croire à la force de la chefferie traditionnelle. Et je reviens pour dire, à voir ce qui s'était passé la semaine passée, oui, où les rois se sont engagés même à intervenir dedans et il y avait une confiance qui s'est établie. Ça prouve que si même au début du conflit, les chefs traditionnels étaient impliqués, on aurait épargné beaucoup de situations regrettables. Donc, c'est pour montrer un peu le rôle aujourd'hui, l'importance de la chefferie traditionnelle. Mais rien ne peut se faire si le toilettage ne se fait pas et que le cadre juridique ne s'installe. Mathias Sossou, tout à l'heure nous avons suivi le développement de Constant Yawédéou. Cette réglementation que ces chefs demandent viendra éclore ce domaine-là de notre pays. Bien sûr. D'abord, je vais attaquer Cotonou pour dire que quand vous avez dit qu'on ne sent pas le rôle de la chefferie traditionnelle, je crois que ce n'est pas vrai. La preuve, Majesté Yawédéou était à Cotonou quand on l'a appelé du village pour lui dire. De la même façon, quelqu'un qui vit à Cotonou, il ne dépend nécessairement de ses origines, où il peut commettre des actes, il peut commettre des actes
soit ici, on va l'interpeller depuis le village pour dire, ah, vous avez eu affaire... au village, oui, Cotonou est une ville cosmopolite. Donc, il y a toutes les ethnies qui se retrouvent à Cotonou. Donc, je ne pense pas qu'il puisse avoir des chefs traditionnels installés dans la ville de Cotonou ici, à moins que ceux-là soient directement ou naturellement issus de cette région de Cotonou. Bon, dans les périphériques, il y a ces chefs traditionnels qui opèrent, mais dans le centre-ville, à Cotonou ici, on ne peut pas le remarquer comme ça. Mais toujours est-il qu'on dépend toujours de quelqu'un depuis notre origine. Vous savez, la chefferie traditionnelle a perdu quand même de sa valeur au temps de la Révolution. Sinon, c'était vraiment une bonne organisation qui était assise dans le pays. C'est avec la Révolution que le chef de l'État, dans le temps, le commandant ou le général n'avait pas voulu entendre parler de ces organisations et il les a mis sous boisseau. Et après, quand on est revenu à la conférence nationale, que le truc a rené et puis ça a pris corps et petit à petit, mais il faut reconnaître que le chef de l'État qui était venu dans le temps n'avait pas voulu aussi trop prendre le problème à bras le corps, parce que pour lui c'était devenu un truc de campagne qu'il faut manipuler, si certains émettent des avis contraires, certains chefs traditionnels émettent des avis contraires à ces propositions, souvent il n'est pas d'accord et il les a passés aux oubliettes. Mais avec l'arrivée du président Yahya Boni, il y a eu quand même un développement de ce milieu où, avec l'argent, on a quand même fait renaître des instances à ce niveau et tout le monde se proclame chef traditionnel parce que il y a quand même une cagnotte qui est votée et quand on est sous un chef traditionnel qui est en train de peut-être qui se voit un peu plus en vue et il doit être le gérant de cette cagnotte qui doit venir, il y a des sous-groupes qui se forment et abandonnent le grand chef et ça, le chef traditionnel, c'est bien qu'il y a eu une multiplication de la chefferie traditionnelle à ce niveau. Et c'est là que le problème a pris d'ampleur. Si aujourd'hui, ces mêmes chefs-là ont trouvé qu'il faut réorganiser ce secteur, je crois que c'est à leur actif. Parce que vous savez ce qui se passe aujourd'hui, il faut nécessairement aussi qu'il y ait une certaine réorganisation au niveau de la chefferie traditionnelle, comme on l'a fait dans les partis politiques de l'autre côté. Il faut que les chefs traditionnels pensent à cette réorganisation. Et c'est pour cela qu'ils sont allés voir le président de l'Assemblée nationale pour penser. Puisque pour réussir cette organisation, il faut que ça soit soutenu par des tests législatifs. Donc, il faut nécessairement aller voir celui qui est garant de cette organisation pour que cela s'opère. Et c'est pourquoi ils sont allés vers le président de l'Assemblée nationale. Pourquoi ils ne sont pas allés vers le chef de l'État? Parce que le chef de l'État, lui, ne fera qu'exécuter ce que les députés va décider. C'est vrai qu'en temps, il y avait eu une rencontre entre le chef de l'État et les têtes couronnées. On s'en souvient. Mais ça, là, c'était politique. C'est pour régler des problèmes donnés. Mais ils parlent de leur organisation. Leur organisation ici, c'est nécessairement l'Assemblée nationale qu'il faut partir. Et c'est de là, puisque les partis politiques, ce n'est pas le chef de l'État qui a organisé qui a opéré cette réforme-là. C'est mûri par le chef de l'État, mais c'est l'Assemblée nationale qui l'a fait. De la même façon, pour les autres organisations, c'est nécessairement l'Assemblée nationale. Le chef de l'État ne cesse pas de rencontrer les partis politiques, mais ce n'est pas dans le but de leur dire de changer. Ils peuvent leur proposer, mais c'est à l'Assemblée nationale que ça va s'opérer. Mais tout à l'heure, vous avez souligné quelques aspects liés à la floraison, à la multiplicité de ces chefferies traditionnelles aujourd'hui. Est-ce que la réforme sera si évidente aujourd'hui, Constant Yawédéou? Oui, la réforme serait très facile d'ailleurs. Ah bon? Bon, puisque ça s'est révélé entre-temps et un roi a été interpellé en route puisqu'il a écrit tout sur son véhicule et quand les autres de la région ont saisi la police, on l'a interpellé et il a avoué
que vraiment que ça lui plaisait. Que c'est pour ça que, bon, comme il a trouvé le terrain vide à ce niveau, donc, on lui a demandé de se calmer et ça s'est calmé. C'est arrivé dans notre pays, dans un département. Bon, vous voyez, donc le vrai problème, quand on parle de chefferie traditionnelle, on parle d'histoire. Oui. Il n'y a jamais eu un chef sans histoire, il n'y a jamais eu un roi sans histoire. Donc, notre pays a connu, quand on est en train de parler d'histoire des peuples, quand on commence Bioguéras, Amaury, Béhanzin, on cite. Vous voyez, donc nous avons une histoire. Et l'histoire est une science. Et je crois que les scientifiques, les historiens ont un rôle fondamental à jouer dans cette réorganisation. Ils doivent aider, et c'est pour ça que si les chefs traditionnels, les majestés se mettaient seuls à le faire, ça pouvait créer certains problèmes. Mais quand c'est une démonstration scientifique qui prouve que là, il y a eu une histoire, depuis 1800, depuis 1600, là, on sait que là, il y a eu quelque chose. Bon, maintenant, quand c'est avec l'arrivée du président Boni Yayi que vous êtes devenu roi, et là, est-ce que c'est politique? Quand est-ce qu'il y a eu cette décentralisation? Le problème va se poser. Et donc, les professeurs Iroko ont fait beaucoup de travaux avec beaucoup de thèses qu'ils ont conduit et tout ça. Il y a beaucoup, les professeurs Akora et autres. Donc, nos historiens ont fait beaucoup de choses. Je crois qu'il va falloir prendre si on veut le faire, il ne faut pas biaiser. On ne peut pas biaiser. On a souci, les scientifiques du secteur, ils s'asseyent et ils définissent et on redéfinit la carte traditionnelle du Bénin. Et ça, c'est sur une base scientifique comme ça qu'on peut demander au gouvernement maintenant d'agir. Donc, c'est ce qui va être constitutionnel. Oui. Viendra au moment où il faut le faire, mais il y a des travaux en amont, qui est que par rapport à ce qui existe, les textes qui existent, si on fait bien le travail, l'Assemblée peut déjà commencer par faire des propositions de loi qui peuvent permettre d'agir en attendant la constitutionnalisation de l'organisation de la chefferie traditionnelle. C'est pour ça que les rois sont allés vers le président de l'Assemblée pour lui dire, en attendant, il y a des lois qui peuvent permettre d'agir en attendant que... Parce que la constitutionnalisation dont on parle et tout ça, c'est surtout par rapport aux rémunérations et par rapport aux forces d'action qu'il faut que l'administration publique reconnaisse. Oui, c'est la co-gestion de la cité qui est ce qu'il faut constitutionnaliser. Mais avant ça, il y a que l'Assemblée peut prendre des tests pour aider à renforcer l'action à la base de la chefferie traditionnelle en attendant qu'un jour, on constitutionnalise et tout ça. Mais justement, il a parlé tout à l'heure des scientifiques qui doivent être associés. Mathias Assossou, est-ce qu'il faut aussi, et moi j'énumère des cas d'hypothèse, s'il faut aussi faire un recensement national des têtes couronnées pour pouvoir voir comment on a fait le recensement des artisans. Bien sûr, parce que vous savez, nous avons appris tous dans les livres d'histoire au cours primaire, là où il y avait eu des rois dans notre pays. Oui. Je vais même partager une anecdote avec vous. Maintenant, il y a en 2019, le roi naissent. Voilà, même pas seulement en 2019, il y a des rois qui naissaient depuis longtemps. Un jour, il y a des sages d'une ville qui sont allés voir le feu président Mathieu Kérékou. Et dans le groupe, ils ont pris soin de mettre, en tout cas, un pseudo-chef traditionnel. Et arrivé là-bas, à l'audience, le politicien a présenté tout le monde et a présenté le pseudo-chef traditionnel comme étant un roi de la ville. Le président, depuis quand vous avez un roi chez vous, dans l'histoire, je n'ai jamais appris qu'il y a eu un roi dans votre ville. C'est pour dire qu'on sait, si on doit parler de système de royauté, les régions qui
ont nécessairement, en tout cas, qui doivent avoir de roi, on sait. Et les chefs traditionnels, on sait naturellement. Donc, ceux qui s'improvisent chefs traditionnels ou bien rois, je crois qu'avec l'arrivée de l'organisation, les réformes qui vont s'opérer à ce niveau, on n'a pas besoin de faire un recensement comme on le fait pour les artistes. Bon, allez, on sait à la mairie. on sait. En tout cas, à leur niveau, ils savent. Quand on dit le roi Kodegbo aujourd'hui, on sait que, là-dedans, on sait ce que c'est. On parle de roi Zéché ou bien en tout cas, je vais aller dans la région à Goni là-bas. On connaît. Quand on appelle un roi, on sait d'où il est venu, d'où il est. Mais quand on sait... Généralement, eux ne disent pas « je suis roi, je suis roi ». Ils sont rois, ils ne le proclament pas. Voilà. Bon, le tigre ne proclame pas sa tégritude. Non, le problème est venu avec l'histoire de la dotation des chefs traditionnels et autres. Et consorts, c'est ça. Maintenant, vous allez constater que depuis un certain temps que le président Talon s'est installé et qu'il n'y a plus de dotation à ce niveau-là, il n'y a plus cette floraison de chefs traditionnels qui circulent dans la ville, où sur des véhicules on voit marqué roi de temps, on ne voit plus comme ça. Même quand on invite à des réunions données, on invite les têtes couronnées, c'est quelques-uns qui ont leur temps à perdre là, qui se présentent. Ce n'est plus aujourd'hui des invitations où on se partage de l'argent. Donc, ils ont trouvé qu'il n'y a plus d'intérêt à ce niveau. Et eux-mêmes, là, ils se désistent. C'est naturellement. C'est comme ça arrive. Ça va se régler aussi. On sent que ces autorités-là sont vraiment déterminées. Quand on prend l'exemple de la Côte d'Ivoire, qui est vraiment avancée en cela, et également... le Ghana également. Le Nigeria... D'ailleurs, les autorités s'entendent s'appuyer sur la réglementation de la chefferie et de la royauté au Nigeria. Oui, et c'est ça que je disais. Et vous allez sentir au niveau des telenovelas, la révolution des images au Nigeria, vous allez sentir qu'il y a toujours un chef traditionnel. Oui. Et c'est lui. Vous allez voir. Donc, c'est ça. Ce qu'il nous faut. C'est culturel. C'est notre culture. Nous n'avons pas autre chose. La force qui réside dans ça, là, pour nous, est plus forte que ce qui réside dans l'administration publique. Parce que dans l'administration publique, ça passe. Vous avez un mandat de 2 ans, 3 ans, 5 ans, 4 ans, ça passe. Mais ici, le chef est universel. Ça fait que l'organisation qu'il met autour de lui n'est pas une organisation fantaisiste. Pas du tout. Ça fait que lui-même se dit, j'ai une mission divine, j'ai une mission. Donc derrière moi, j'ai beaucoup de gens dans l'invisible qui m'observent. Donc je dois me conduire honnêtement avec mes sujets. Si bien qu'il n'y a pas de fantaisie, parce que quand il y a fantaisie, tout de suite, les résultats sont là. Ça ne ment pas. C'est 4 sur table, c'est automatique. Donc, ça fait que vous êtes là à vie. L'organisation que vous mettez en place est une organisation efficace, et une organisation sincère. Ce n'est pas demain, comme c'est nous qui sommes là aujourd'hui, on va faire ci, et demain, quand eux viendront, ils vont faire. Non, c'est pas ça. Donc, c'est ça la différence qu'il y a entre l'administration traditionnelle et l'administration publique. Ça fait qu'il y a une franchise, il y a une honnêteté dans la gestion des choses. Je voulais aller rapidement sur une question pour dire que des gens vont s'étonner. Qu'au lieu que ce soit vers les chefs traditionnels qu'on a eu, que ce sont les chefs traditionnels les rois qui se sont déplacés pour aller voir le chef de l'État. Quand il y a danger, le chef ne reste pas assis pour qu'on vienne lui dire le nombre de ces sujets qui sont tombés. Il peut aller sur le champ pour aller corriger, rectifier les choses. Donc ce n'est pas que les chefs se sont rabaissés en se déplaçant vers le palais. Non, si c'est pour aller voir le chef de l'État, pour qu'on rigole et tout ça là, on peut dire mais non, c'est pas possible. Mais quand il y a danger, les sujets sont en danger, le chef vient sur le champ de bataille. Il vient et dès qu'on le voit, ce sont ses propres sujets qui se résignent d'abord. Et dès que c'est comme ça, l'adversaire aussi se dit, ah, il y a quelqu'un qui est arrivé, il y a une autorité qui est arrivée, on peut aller vers celui-là. Et c'est là où s'installent les négociations. Donc je crois que
le pas que les chefs, les rois ont fait, c'est assez salutaire. Il ne faut pas que les gens prennent ça comme... ça n'a rien de politique. Non, ça n'a rien de politique. Et il ne faut pas penser que ça a diminué la valeur des rois. Un roi n'est roi que quand il a des sujets. Justement. Et lorsque les sujets meurent, il faut que ce roi-là prenne ses responsabilités. Absolument. Vous l'avez dit. Alors, on va finir avec un peu plus de détente qu'on a commencé cette émission. Les écureuils jouent aujourd'hui. Mathias Sossou, est-ce que vous aimez le football? Je ne peux pas dire non, parce que le football s'impose à tout le monde aujourd'hui. À tout le monde. Alors, justement... Avant, c'était une chose qui était réservée aux hommes, mais ça concerne aujourd'hui toutes les femmes. Bien sûr, il y a même la Coupe du monde féminine actuellement en cours en France. Alors que moi, je suis un homme, je sais que ça doit m'intéresser. Alors, qu'est-ce que vous espérez de la prestation des écureuils aujourd'hui? Face au Ghana. Face au Ghana, c'est là le plus difficile. Et c'est aujourd'hui, on va voir la détermination de notre équipe nationale. Et pour moi, par patriotisme, je souhaite quand même que les écureuils gagnent pour nous honorer. Et puis je crois que ça doit être leur premier match aujourd'hui à l'entame de cette CAN-là. Je crois que avec les membres de nos ancêtres, nous serons derrière eux. Et jusqu'à ce qu'ils nous ramènent quand même la victoire d'aujourd'hui. Très bien. Constant, oui, il faut dire que à voir schématiquement, les Ghanéens ont un peu d'avance sur nous à cause de l'expérience et tout ça. Et les Ghanéens sont plus ensemble que nous. Et dans le fond, les Béninois vont compter beaucoup plus sur les individualités parce qu'il y a 2 mois, il y a des joueurs qui ne se connaissaient pas. Et aujourd'hui, le football, c'est une machine qui fonctionne sur le terrain et ce n'est plus un hasard. Donc, à défaut d'une cohésion assez soutenue, vous allez voir, dès qu'une action échoue, ils se font la main pour dire, bon, cette tentative n'a pas marché, mais donc on continue, on va utiliser l'autre stratégie. Nos joueurs n'ont pas eu la chance de rester souvent ensemble pour tout ça, donc ils vont compter beaucoup plus sur l'individualité. Et quand il faut compter sur l'individualité, il faut compter sur le souffle. Il faut au moins perturber l'adversaire, il faut au moins conserver la balle, donc ça va jouer beaucoup plus sur les individualités. Quand vous avez 2 garçons de Abedi Pelé, il faut dire que c'est le football de la chambre à coucher jusque dans la rue. Donc, ils se connaissent comme 2 gouttes d'eau. Donc, c'est un peu l'exemple que je suis en train de donner. Ils vont développer forcément des actions avec un Asamoah. Ils vont développer forcément des actions qu'ils ont l'habitude de développer depuis très longtemps. Vous voyez, donc ils vont sortir ces grands moyens à des moments donnés. Mais quand vous avez le souffle de courir derrière et de les perturber, tout au moins, et ça va porter quelque chose. L'autre chose est qu'aujourd'hui, dans le football, le cul est rond pour tout le monde. On a vu ce que les Ougandais ou autres ont commencé par faire. Personne ne les attendait, mais là, ils ont surpris. Donc, le football aujourd'hui, il n'y a plus de grandes équipes. Si vous ne jouez pas, on vous met le but. Et je crois que les Ghanéens, s'ils font la grosse tête aujourd'hui, ils vont prendre 3 buts facilement. Oui, parce que quand votre joueur est désorganisé, vous perdez. Et nous avons des opportunistes dans nos rangs. Et ils ont des individualités. Qui payent généralement. Forcément. Les gens vont penser que Cesséon est absent, que ça peut jouer sur nous. Cesséon n'était pas là, mais les Togolais, ils en ont appris à leur dépens. Donc, nous avons de bons joueurs et on peut compter sur eux. Et la victoire sera à nous ce soir. On verra bien, à 21h du Bénin. On va suivre ce match avec un grand intérêt. On reviendra avec bien sûr les grandes leçons qu'on va tirer de cette rencontre. Merci à vous, Constant Yaouidéou, directeur de Radio Planète, d'avoir été sur ce plateau. Supporter numéro 1 aussi des écureuils du Bénin. Merci d'avoir été là. Mathias Sossou, supporter numéro 1 ex-écho. Vous êtes le directeur de publication du quotidien Le Gongonneur. Merci à tous.